Il était une fois, à l'origine de l'expansion de l'univers, le Big Bang. La création d'une multitude de noyaux instables qui, en se fractionnant, ont donné naissance aux éléments qui constituent le monde qui nous entoure. Albert Einstein étudie la physique de ces noyaux instables et découvre une nouvelle énergie, l'énergie nucléaire. « 6 et 9 août 1945, deux villes anéanties en quelques secondes, Hiroshima et Nagasaki, plus de 110 000 morts. Première et dramatique démonstration de la puissance de cette énergie aux mains des hommes. Neuf ans plus tard, cette découverte trouve enfin une application pacifique, la production d'électricité. Le premier réacteur nucléaire est inauguré en 1954 en Union soviétique, le deuxième en 1956 en Angleterre. C'est le coup d'envoi du développement de l'énergie nucléaire dans le monde. De 1960 à 1985, plus de 300 réacteurs sont construits dans 20 pays. Mais le 26 avril 1986, Tchernobyl devient l'incarnation concrète du risque nucléaire et met un terme à l'euphorie de cette première phase d'expansion. Mais aujourd'hui, tout change. La prise de conscience du réchauffement climatique renverse la tendance. Le nucléaire ne produisant pas de gaz à effet de serre, il est désormais présenté comme la source d'énergie capable de répondre à nos besoins croissants sans effet négatif sur le climat de la planète. Et 20 ans après Tchernobyl, on parle de tripler le nombre de réacteurs dans le monde. Où en est-on du risque qu'on nous fait prendre? Ça, on ne le sait pas. De toute façon, on sait qu'autour du nucléaire, il n'y a pas d'information correcte, quoi. On est plus sensibilisé sur fumer tue, oui, pas boire au volant, voilà, pas boire au volant, mais c'est vrai que centrale nucléaire, on fait pas grand-chose. C'est vrai. Dès 1958, la France a choisi de miser sur la filière nucléaire pour asseoir son indépendance. Elle est une des rares nations à avoir poursuivi l'expansion de son programme après la catastrophe de Tchernobyl. 59 réacteurs couvrent aujourd'hui 80% des besoins du pays en électricité, un record mondial. Au nord-ouest du pays, sur la pointe normande, le Nord-Cotentin incarne cet engagement. 3 sites majeurs s'y côtoient à quelques kilomètres de distance. Cherbourg, l'arsenal militaire et ses sous-marins nucléaires. La Hague, le plus grand centre de stockage et de retraitement de déchets radioactifs du monde. Et Flamanville, 2 réacteurs de 1300 MW et un 3e en construction. Nous sommes ici au cœur de la région la plus nucléarisée de la planète. Un site où la notion de sûreté nucléaire prend tout son sens, où la sécurité se doit d'être à son plus haut niveau. Il s'agit d'une fuite sur le circuit primaire de la tranche 5. Donc il y a eu l'arrêt d'urgence qui a été enclenché. Les équipes de CAR, ils appliquent les procédures. Pour l'instant, on ne dénote pas de blessés et il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère. Par contre, je vais vous demander de rester à l'intérieur et puis s'il y a plus d'informations, je vous les redonnerai plus tard. Voilà. Une fuite s'est déclarée sur une des conduites principales du circuit de refroidissement du réacteur numéro 1. L'eau s'en échappe à un rythme inquiétant. Ce n'est encore qu'un incident, mais tous ici savent que s'il n'est pas maîtrisé, il peut conduire au pire.
le plan d'urgence interne est déclenché et les autorités informées. À la préfecture, une cellule de crise est immédiatement mise en place. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons une rupture de réfrigérant primaire, c'est ce qui permet de refroidir le réacteur. Par contre, nous restons fragiles dans la mesure où nous n'avons plus qu'une voie de disponible pour maintenir l'intégrité de cette enceinte. À Paris, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, rentre à son tour en action. Installation concernée, tranche 5 du CNE de Flamanville. PUI déclenché sur PUI. Son rôle, analyser au plus vite la situation et anticiper tous ces développements possibles. Une expertise qui doit permettre aux autorités de prendre à temps les mesures nécessaires. L'urgence est bien réelle. À la centrale, la situation est en train de se dégrader. Tu veux qu'on fait un point tout de suite là ? Et puis on envoie le message. Si tu veux, soit on considère, on perd la voie B si on est sur le diesel voie B. Et là, je peux te dire que les conséquences, c'est une fusion du cœur inférieure à 3 heures, hein, donc prise des mesures de protection des populations. On aura dû quand même se poser la question du pronostic aggravé, parce que ça peut aller vite derrière. Oui, allô ? Allô ? L'électricité fournie par une centrale nucléaire provient de gigantesques turbines. Pour les actionner, un circuit d'eau à très haute température. L'énergie qui alimente ce circuit provient du cœur du réacteur. Dans sa cuve en acier, les crayons d'uranium-235 dans leur gaine de protection. Percutés par des neutrons, les noyaux d'uranium se cassent en produits de fission radioactifs en libérant une grande quantité d'énergie. Ce cœur doit être refroidi en permanence, car si sa température dépasse un seuil critique, il peut fondre. C'est l'accident grave, le cauchemar du nucléaire. À Flamanville, ordre a été donné aux employés de la centrale de rentrer se mettre à l'abri chez eux et d'attendre. Sur place, ne reste que le personnel indispensable à la gestion de la crise. 902 A en présentation. Après la dernière analyse, c'est continué à monter. Ok. Donc tu refroidis à 15 degrés heure. D'accord. C'est sûr que c'est une situation préoccupante. Il n'y a pas... D'avoir perdu la moitié de sa voie, d'avoir une grosse brèche sur le réacteur, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle vraiment un accident. On n'est plus dans le domaine de l'incident. D'autant que les alimentations électriques externes du CNE sont toujours disponibles. 3 heures après le début de la fuite, le circuit de refroidissement perd de plus en plus d'eau. Les opérateurs tentent d'activer les pompes de secours, mais un court-circuit rend la manœuvre impossible. Dans la cuve, la température continue à monter. Au moment où on parle, là, il est 11 heures passées. Oui. Vous avez indiqué perte potentielle de votre tableau électrique. Quel délai vous donnez au préfet pour pouvoir agir, sachant qu'au moment où on parle, on est toujours, nous, au niveau des services de l'État, en préalerte dans la situation. Je suis un petit peu embêté pour répondre. 3 heures, ça me semble suffisant pour mettre les populations à l'abri. La capacité à réagir rapidement et à grande échelle est une des clés de la sûreté nucléaire. À Tchernobyl, 2 jours se sont écoulés avant que la présidence ne soit informée de la gravité de la situation. Ici, tout un réseau de cellules de crise est déjà en place, au niveau de la centrale, dans chaque mairie avoisinante et à la préfecture. Elles sont en communication permanente avec les centres nationaux en état d'alerte. EDF, le propriétaire et exploitant des centrales nucléaires. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour son expertise technique et scientifique. Et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire qui assure la liaison avec le pouvoir politique. Indépendant, l'ASN contrôle l'exploitant EDF, d'où son titre familier de gendarme du nucléaire. À sa tête, André-Claude Lacoste, nommé en 2006 de façon irrévocable par le président de la République, Jacques Chirac. Le rôle est de limiter autant qu'il est possible les conséquences de l'accident. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire veiller à ce que l'installation revienne dans un état sûr. Et ça veut dire également traiter ce qu'on appelle le post-accidentel, c'est-à-dire traiter les conséquences de l'accident. L'état du barrière, gamme combustible inchangé par rapport au précédent message. L'IRSN, là, je voudrais revenir sur le pronostic aggravé, là. Dans cette situation-là, avec une fusion du cœur à 2 heures, ça voudrait dire qu'on met en œuvre les mesures de protection des populations.
À partir des données qu'ils reçoivent de la centrale, les experts de l'IRSN réévaluent en permanence les développements possibles de l'accident et les conséquences qu'ils peuvent entraîner. On se retrouve dans une situation où évidemment, l'inventaire en eau diminue et à un moment donné, le cœur n'est plus refroidi et on va vers une fusion du cœur, comme on l'a annoncé, là, qui serait prévue vers 14h30. Ils ont actuellement une avance de 4 heures sur la situation réelle et ils travaillent sur la pire hypothèse envisageable. Cette maîtrise de l'anticipation est une condition indispensable à la sûreté nucléaire. Une véritable culture qui prend sa source ici, dans les archives de l'IRSN, la mémoire de l'ère nucléaire. Dans chacune de ces boîtes, les dossiers des ingénieurs, les lettres et documents officiels de tous les incidents et accidents survenus au fil du temps dans les centrales du monde entier. En 40 ans, 40 accidents dont 8 d'une extrême gravité et des milliers de défaillances et de dysfonctionnements. 3 ans seulement après l'inauguration de la première centrale, 1957 est déjà marqué par 2 accidents graves. L'un en Russie, le 19 septembre, un incendie au centre de stockage de déchets radioactifs de Mayak. Puis, un mois plus tard, le 10 octobre en Grande-Bretagne, un autre incendie sur le site nucléaire de Windscale. To understand phase 3 work better. 3 janvier 1961 à 21h, le réacteur expérimental du centre de recherche d'Idaho Falls explose. 3 techniciens y laissent la vie. Premier nettoyage d'un site hautement contaminé. À Saint-Laurent-des-Eaux, à la suite 17 octobre 1969, premier accident grave en France. 50 kilos d'uranium entrent en fusion lors d'une opération de chargement du réacteur de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, dans le Loir-et-Cher. Des techniciens auraient été contaminés, mais aucune information n'est révélée à la population. « 28 mars 1979 aux États-Unis. Le premier grand choc pour l'industrie nucléaire. A spokesman said that a feedwater pump broke down this morning, automatically shutting down the 3-mile nuclear power plant. The plant is 10 miles southeast of Harrisburg. Une défaillance technique et des erreurs de l'équipe de conduite provoquent un accident grave à la centrale de 3 Mile Island. Par chance, l'installation résiste. Aucun mort, pas de contamination. Il faudra 3 ans pour que les scientifiques américains admettent que l'impossible s'est en fait produit. Le cœur du réacteur a fondu. Un premier avertissement qui arrive à temps. Les ingénieurs pensaient avoir pris toutes les précautions pour que ça ne se produise effectivement pas. Et c'est pour ça qu'ils ont acquis une certaine confiance dans ce qu'ils faisaient. Et ils ont vu que des incidents d'effets limités qui ont émaillé l'histoire, comme je le disais, ont été maîtrisés. Finalement, on n'avait jamais débouché sur une véritable catastrophe. Et donc, on a acquis une certaine confiance, on va dire, qui s'est trouvée bien mal récompensée, effectivement. L'industrie nucléaire découvre la réalité d'une menace qu'elle avait totalement sous-estimée. Pour mieux en comprendre la nature, la France équipe en 1979 Phébus, un cœur de réacteur expérimental qui permet de reproduire à petite échelle les conditions d'un accident nucléaire. Je vous informe que le réacteur vient de diverger, la montée de barre a commencé, l'essai FPT3 démarre. C'est parti. It started, now the power increase. Entre 1979 et 2004, plusieurs essais sont réalisés en collaboration avec les meilleurs experts de la planète. Chacun nécessite un financement international de 50 millions d'euros, 3 ans de préparation et 5 ans d'analyse. L'objectif, comprendre ce qui se passe à l'intérieur du réacteur lors de la fusion d'un cœur. Vous voyez que maintenant, cet effet Cherenkov dans cette piscine réacteur... Cette lueur bleutée est appelée effet Cherenkov. Elle apparaît lorsque les neutrons dans la cuve dépassent la vitesse de la lumière. La radioactivité y est maintenant si forte que ce cœur est inaccessible pour des années. Mais les radiographies numériques permettent de voir ce qui s'est passé pendant l'essai. On a fait 3 essais dans lesquels on a pris quelques crayons de combustible, on les a fait fondre dans un vrai cœur et on a regardé ce qui se passait.
Et on voit qu'on fond, là où c'est le plus chaud, on fond. Ceci, c'est vide, c'est une cavité. Si c'est une cavité, ça veut dire que ce qui a fondu, pof, 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 c'est venu ici. Et malheureusement, voilà ce qu'on a observé dans l'accident de 3 Mile Island. Quand on a 10-15 ans plus tard, quand on a découpé la cuve, on voit le même principe. Le cœur a fondu et il s'est écoulé sur le côté et il est allé jusqu'au fond de la cuve en passant par les bords. En fondant, le cœur se transforme en une pâte incandescente hautement radioactive appelée corium. Extrêmement corrosif, le corium est capable de traverser la coque en acier d'une cuve et la dalle de béton qui la supporte. Or, le premier essai de Phébus révèle que la fonte du cœur intervient à une température inférieure de près de 600 degrés à celle que les calculs théoriques avaient établie. D'où la perplexité des Américains lors de l'accident de 3 Mile Island. Au début des années 80, on pensait que ça allait fondre à 2800 degrés. Et toutes les manips qui ont été faites ici ont montré qu'en fait, la fusion n'était pas uniquement dépendante de la température de l'UE2 propre, mais aussi de tous les constituants qui étaient mis dans le dispositif d'essai, à la fois le zircaloy, à la fois les grilles qui tiennent les crayons et les assemblages, à la fois les barres de combustible qui traversent les assemblages, la vapeur d'eau aussi, tout ça joue et fait un espèce de mélange dont on pouvait s'interroger sur la température. Et maintenant, effectivement, avec les essais de Phébus, on a une bien meilleure connaissance de ces mécanismes-là. Pourtant, 6 ans après 3 Mile Island, le 26 avril 1986, l'impensable se produit. Tchernobyl. Le cœur d'un réacteur fond pour la seconde fois. Mais cette fois, un geyser de particules radioactives invisibles s'échappe pendant 10 jours du réacteur éventré. Des milliers de morts et de malades, des centaines de kilomètres carrés de terre contaminée. Il est midi. À Paris, les experts envisagent maintenant la possibilité d'une fusion du cœur dans 3 heures. À Flamanville, à moins de 2 km de la centrale, les habitants ignorent encore tout de l'accident en cours. La cellule de crise réunie à la mairie n'est guère mieux informée de l'évolution de la situation. Rien ne se passe comme prévu, on attend, on ne comprend pas. Oui, Patrick Cochon, l'appareil. Je vous rappelais pour avoir quelques précisions. Il n'y a pas eu de déclenchement pour l'instant de sirène. Pas de déclenchement. D'accord. Non, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Ok. Là, la sirène, elle n'a pas été déclenchée. Donc, on a été amené à gérer la situation incidentelle de façon tout à fait différente. Bon, elle s'est gérée, mais pas du tout comme on l'avait envisagé. Alors, on peut considérer que ça peut être un scénario différent, mais malgré tout, ça a créé quand même une confusion dans les esprits. Une confusion qui restera cette fois sans conséquence. Car heureusement, ce 27 novembre 2007 à Flamanville, il s'agit d'un exercice. Un scénario catastrophe programmé par les scénaristes du nucléaire. Un nouveau métier créé suite à l'accident de Tchernobyl. Leur rôle, imaginer les pires enchaînements de circonstances pour mettre à l'épreuve l'efficacité des systèmes de sécurité, tester la réactivité des techniciens et rôder les plans de protection des populations. Finalement, on est le début de la chaîne, et puis après, les gens jouent tout seuls, en fait. Nous, on injecte l'accident, et puis les gens, ils réagissent, les équipes réfléchissent, et puis évaluent les conséquences de l'accident. Notre jeu consiste à casser toutes les lignes de défense de l'installation. Il faut voir que les équipes d'EDF, quand même, connaissent très très bien leurs installations, et ont un tas de solutions, même dans ce qu'on appelle l'exotique, qui leur permet d'éviter la dégradation du cœur. Donc nous, justement, notre rôle à nous, c'est de casser tout ce qu'ils essayent de faire. Alors avec des raisons plus ou moins valables, on doit absolument atteindre les objectifs du cahier des charges. Donc si on a prévu de dégrader le cœur, quoi qu'il fasse, de toute façon, on ira à la dégradation du cœur. Non, la pompe RCV,
L'objectif ultime de l'exercice est un secret bien gardé. Les acteurs de la crise ignorent tous jusqu'où le scénario doit les entraîner. C'est une simulation d'accident, mais l'implication des participants est bien réelle. Si jamais, à un moment donné, nous perdions un deuxième tableau électrique, l'autre tableau de l'autre voie, nous perdrions... À la centrale de Flamanville, la situation se dégrade inexorablement. Malgré tous les efforts des techniciens, les systèmes de secours tombent en panne les uns après les autres. Non, il y a peu de... À partir du moment où le cœur a commencé à fondre, même si l'enceinte est étanche, on commence à observer des débuts de rejet dans l'environnement. Oui, oui. L'exercice entre dans sa seconde phase. Peut-on retarder le rejet de produits radioactifs hors de la centrale assez longtemps pour que les populations menacées soient mises à l'abri? C'est un changement de régime en termes de conséquences, c'est-à-dire qu'on passe d'un stade où de la sauvegarde de l'installation et du cœur, on passe à la sauvegarde du confinement et à la sauvegarde derrière des populations. En se dégradant, l'uranium donne naissance à des produits de fission. De l'iode-135, du césium, du strontium, du plutonium. Lorsque le cœur fond, ces éléments très radioactifs s'accumulent dans la cuve. Et à partir d'un certain point, ils vont se répandre dans l'enceinte de confinement. La principale fonction de cet énorme coffrage de béton est d'empêcher ces particules de s'échapper en cas d'accident. Le produit de fission, c'est rien du tout, c'est quelques kilos. Mais c'est méchant sur l'homme. Hein. Mais par contre, et ça fuit, ça se retrouve avec des gaz, de la vapeur d'eau, qui font monter en pression l'enceinte. Et si jamais l'enceinte avait une fissure, ces gaz, la vapeur d'eau fuit, on s'en moque. Hein, mais elle entraîne avec elle des produits de fission, et ça, on s'en moque pas. La dernière ressource qui nous reste, c'est d'avoir une bonne enceinte. Hein, cette enceinte-là, c'est notre dernier rempart. À Tchernobyl, cette enceinte n'existait pas. Mais des recherches récentes ont montré que les enceintes d'aujourd'hui ne retiendraient pas non plus la totalité des produits de fission. L'iode radioactif, par exemple, est si volatile qu'il peut filtrer au travers du béton. On voit ici le comportement d'un rejet sortant d'un bâtiment réacteur, d'accord, donc ce qu'on appelle les fuites directes de bâtiments réacteurs. Le béton qui sert d'enceinte de confinement est malgré tout poreux et donc il n'est pas étanche à 100%. Et différents types de rejets qui interviendraient seraient présents autour du bâtiment réacteur en quantité assez importante, oui, parce qu'on est vraiment très très proche de la source. On est vraiment sur le lieu même de l'accident. Ces rejets contaminants sont le véritable danger. Un accident nucléaire n'a rien à voir avec l'explosion d'une bombe. Les ravages d'une bombe nucléaire sont dus au fait qu'elle relâche en quelques millisecondes une quantité effroyable d'énergie. Un souffle qui pulvérise tout sur son passage. Dans un accident nucléaire, il n'y a pas cet effet d'énergie maximum qui est relâché. Dans les images de Tchernobyl, on ne nous parle jamais de ça. Mais on a, par contre, une masse énorme d'uranium qui peut fondre en cas d'accident. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et qui relâche les produits de fission. À Tchernobyl, ce sont des tonnes de particules radioactives invisibles qui se sont échappées du réacteur éventré pour ensuite contaminer au gré des vents tout ce qu'elles touchaient, pour des mois, des années, voire des siècles. La porosité du béton n'est pas la seule faiblesse des enceintes de confinement. Si l'on ne parvient toujours pas à refroidir le cœur, la pression à l'intérieur de l'enceinte continue à monter. Et si elle dépasse la limite de 5 bars, voilà ce qui peut se produire. Donc il existe une procédure ultime. Là, c'est vraiment pour les cas désespérés. Plutôt que d'attendre la ruine de cette enceinte, l'exploitant va ouvrir un système de dépressurisation, filtration de cette enceinte. On s'est dit, tant qu'à fuir, juste avant que ça fuit,
ouvrons nous-mêmes un trou, mais avec derrière un filtre, parce qu'au moins on contrôle. Donc on a mis un tuyau qui va dans un filtre qui est situé juste à côté de la centrale. C'est un grand bac à sable. Les gaz qui vont sortir, bon, on n'est pas Dieu, hein, ils vont quand même amener quelques produits de fission avec eux. Et ça va polluer. Je crois que c'est une décision qu'on ne prendra sans état d'âme, parce que finalement, c'est ou avoir des rejets limités pendant un temps bien déterminé, ou avoir une brèche dans l'enceinte et ne plus récupérer le confinement. Donc on voit bien ça sera un choix délibéré. Acte 3 du scénario catastrophe de Flamanville. Dans très peu de temps, les premiers éléments radioactifs vont filtrer au travers de l'enceinte. Et dans 24 heures, la pression imposera l'ouverture du filtre à sable. C'est maintenant qu'il faut évacuer les habitants. Sachant qu'on vient de perdre encore une sécurité sur le site, on écoute bien s'il vous plaît. Il a été décidé, et on a un délai relativement court, de procéder à l'évacuation de la population inscrite dans le rayon de 0 à 2 km. Donc ça concerne Flamanville et Tréauville. On a 2h10 pour agir. Suite à l'accident survenu sur la centrale ce matin à 7h, le préfet vient de nous demander d'évacuer la zone. Pour préparer l'évacuation, alors rassemblez les affaires indispensables dans un sac bien fermé. Emmenez les animaux domestiques, coupez l'eau, le gaz, l'électricité. Il faut suivre les itinéraires recommandés par les forces de l'ordre, rejoindre les centres d'accueil indiqués par les autorités. Le principal danger pour les habitants, c'est d'entrer en contact avec les particules radioactives qui s'échappent de la centrale. C'est la contamination externe. Ces particules se comportent comme de la poussière, portées par les vents ou précipitées au sol par la pluie. Elles peuvent se déposer sur la peau, les cheveux, les vêtements, d'où l'importance de rester à l'abri jusqu'à la décision d'évacuation. À Flamanville, les populations jouent le jeu de l'exercice, mais elles manquent d'informations et ne comprennent pas toujours les consignes. L'évacuation cafouille et nous sommes à moins de 3 heures des premiers rejets prévus par les scénaristes. J'ai un petit souci, parce qu'on vient de mettre dehors mon fils du collège. Et moi, si je dois être évacuée, j'en fais quoi? Il paraît qu'il n'a plus le droit de retourner au collège. Il vient étudier. Que c'est le seul externe de sa classe, soi-disant qu'il devait manger au collège et tout ça, et là, il vient d'arriver. Si vous évacuez, vous le prenez avec vous. Et vous ne l'envoyez pas à l'école. Tout. Pas de danger pour mon troisième. Il est à l'école. La consigne donnée par les pouvoirs publics, c'est les parents ne doivent pas aller chercher leurs enfants à l'école. Bon, même moi, j'ai du mal à me dire que je le ferai pas. Si, avec ma fille, je dis, bon, tu peux faire confiance à l'école, et le point de rencontre de notre famille, ça va être tel endroit chez la grand-mère ou chez tel ami qui est ailleurs, déjà, on est rassuré, on s'est donné des consignes, on va pouvoir se retrouver. Mais pour prendre de telles précautions, il faudrait avoir envisagé sérieusement l'éventualité de cette situation. Or, pendant des années, l'industrie nucléaire a tenté d'accréditer l'idée que l'accident n'avait aucune chance de se produire. Récemment, le discours a changé. On ne peut pas exclure un accident. On prend beaucoup de mesures pour éviter que ça se produise. On conçoit des technologies avec des protections. On entraîne les hommes pour que l'accident n'ait pas lieu. Mais il faut préparer l'accident. C'est aussi une des façons de faire en sorte qu'il ne survienne pas. Ce changement radical d'attitude est basé sur une réalité qu'on avait jusqu'à présent plutôt tendance à occulter. Un exemple récent. En 2001, à la centrale de Dampierre. Lors d'une relève, une simple erreur de communication et des techniciens se trompent dans le chargement du cœur du réacteur. Des barres d'uranium se retrouvent décalées par rapport à leur position normale. Une erreur humaine qui aurait pu provoquer le démarrage de la réaction alors que l'enceinte était encore ouverte. Suite à cet incident, les procédures de chargement des réacteurs ont été modifiées dans toutes les centrales françaises. Cet incident a mis en évidence deux faits importants. Tout d'abord, donc des erreurs humaines, puisque l'opérateur validait sa fiche, ne vérifiait pas le numéro d'assemblage ou que l'assemblage était bien grappé ou non grappé. Et a mis en évidence aussi un manque d'attitude interrogative
puisqu'il y avait un certain nombre d'indices qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un problème. Le facteur humain est aujourd'hui la cause de plus de 8 événements significatifs sur 10. Une statistique qui fait porter une lourde responsabilité aux travailleurs du nucléaire, à qui on demande toujours plus de rigueur, mais aussi plus de rapidité dans l'exécution de leurs tâches. C'est ça qu'il nous faut les jetons, c'est que un jour ou l'autre, le fait de mettre cette surpression sur les salariés, c'est que bon, le salarié il en a marre, il fait une connerie, il le dira pas parce que de toute façon il sait très bien que s'il le dit, ça va être la menace à la valise, hein, l'entretien après le licenciement, il est viré le mec. Même entre nous, il n'y a plus d'humanité, quoi. C'est devenu la jungle dans ces centrales-là. Alors nous, on alerte parce qu'une centrale nucléaire, c'est pas une chocolaterie. Une pression accrue que les travailleurs du nucléaire vivent de plus en plus mal. On ne peut plus faire le geste du travail comme on le faisait avant, quoi. On ne l'autorise plus à le faire. Ce qui rend le nucléaire dangereux à l'heure d'aujourd'hui. D'origine humaine ou technologique, un accident grave est toujours possible, même s'il est statistiquement improbable. Cette prise de conscience a donné naissance à une nouvelle attitude, la culture de sûreté. Toujours prévoir le pire pour pouvoir en limiter les conséquences. À Flamanville, cette fois, les scénaristes avaient comme objectif de pousser très loin l'exercice, jusqu'à tester les limites des dispositifs prévus pour assurer la sécurité des populations dans une situation d'accident nucléaire majeur. Le 4e et dernier acte du scénario commence donc sur un geste terrifiant, l'ouverture du filtre à sable, le rejet massif de particules radioactives dans l'environnement. Autour de la centrale, une zone d'exclusion de 2 km a été mise en place. Un étrange no man's land au cœur de la campagne française. Sur les premiers relevés, l'empreinte du rejet radioactif apparaît clairement. Malgré son passage par le filtre à sable, ce nuage reste chargé de produits de fission fortement contaminants. Chaque fois qu'il y a émission de radionucléides dans l'environnement, quand la dose n'est pas négligeable, eh bien, à ce moment-là, on a une probabilité d'augmenter le risque de faire un cancer. Et cette probabilité, elle est essentiellement pour les leucémies, pour les cancers solides et, depuis l'accident de Tchernobyl, pour le cancer de la thyroïde. L'iode radioactif se fixe sur la thyroïde, entraînant des cancers, en particulier chez les enfants. Le seul moyen de s'en protéger est de saturer cette glande en absorbant de l'iode stable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, toute personne vivant à moins de 500 km d'une centrale nucléaire, ce qui est le cas de l'ensemble des Français, devrait en avoir en permanence à disposition. Il faut agir très vite. Idéalement, il faut administrer l'iode stable avant le passage du nuage, dans les 6 heures qui précèdent. Ça, c'est quand on sait que le nuage va arriver. Donc là, c'est un médicament à ne prendre que sur ordre des autorités compétentes. Un comprimé chez l'adulte, un demi-comprimé chez l'enfant, un quart de comprimé chez le nourrisson. Si le nuage est passé, en gros, 24 heures après, c'est plus la peine d'administrer l'iode. À 50 km de la zone d'exclusion, dans un secteur protégé du nuage par l'orientation des vents, un premier centre de décontamination est mis en place par la préfecture et l'armée pour accueillir les personnes récupérées dans la zone. Le premier geste à faire, c'est évidemment sortir la personne de l'atmosphère contaminée et de doucher la personne. Et le fait de déshabiller et de doucher la personne, ça permet déjà en soi d'éliminer 90% de l'activité. Donc ça, c'est très important. C'est une douche à l'eau tiède. Il ne faut pas oublier les cheveux, parce que les cheveux, ça retient des particules radioactives.
mais il ne s'agit pas de frotter en se disant ça va partir, ça va partir. Non, si on frotte trop fort en se disant ça va partir, c'est comme ça que ça rentre, ça passe la barrière cutanée. La première, vous êtes la mademoiselle. La première, elle est contente. Madame 45. Bien. Et ben, si vous voulez vous prendre. Un dosimètre permet de contrôler la contamination de la thyroïde des personnes exposées. Une cellule d'accompagnement psychologique les aide, ces réfugiés, à surmonter le premier choc. Ils ont dû tout abandonner et ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Pendant ce temps, à la centrale, les rejets se poursuivent. Et à Paris, on commence à être impressionné par l'ampleur de la situation à laquelle mène très vite le développement naturel de l'exercice. Là, on a fait un calcul sur 10 bornes. Donc là, le prochain... Ça peut aller à 30 km, quoi, c'est ça? Facile, ouais. On va isoler le Cotentin, là. On va osciller, effectivement. Si jamais on déborde là, il faut évacuer toute la pointe pour pas que les gens soient piégés. Tu vois, là, ici, t'as 20 km jusqu'à Cherbourg. Ah ouais. Non, mais il faut évacuer tout ça, toute la pointe. Oui. C'est ça, exactement. Ouais. Ah oui, parce que là, ils vont dans le rejet. C'est ce qui préoccupe la préfecture en ce moment. Il y a du monde à La Hague en plus. Ouais. Tu travaillais, je sais pas combien de milliers de personnes. Flamanville, Cherbourg, La Hague, 47 000. À la préfecture, on ne s'attendait pas à de telles implications. Et les vieux réflexes reprennent le dessus. Ce n'est pourtant qu'un exercice. Très bien. Bon, écoutez, on va déjà mettre en œuvre. Bon. Et là, on va pousser, ça va être évacuation de la préfecture, évacuation de... On est loin quand même, hein. On est loin, on est pas sous le vent. Dans le sens du voilà. On n'est pas vraiment sous le vent. Non, puis alors après, il y a un autre aspect. Bon, je pense qu'il est préférable que ce genre de discussion reste interne ici, parce qu'il n'est pas du tout souhaitable, me semble-t-il, qu'on laisse imaginer à l'extérieur par les populations qu'on puisse sortir des pays. Parce que pour le moment, jusqu'à nouvel informé, ça c'est notre... on considère qu'on n'ira jamais au-delà de ça. Tout à fait. Je préfère, me semble-t-il, qu'on en reste là. Absolument, absolument. Sinon, on donne du grain à moudre. Voilà, exactement. Donc, c'est le genre d'info qu'il vaut mieux garder comme grain à moudre d'un exercice. Et c'est tout, quoi. Suivre. La politique du silence, plutôt que risquer de s'exposer aux critiques. Préserver l'image, ne rien communiquer qui pourrait inquiéter. Des habitudes héritées du passé qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Cette culture de la désinformation accompagnait le développement du nucléaire depuis ses origines. Dans les années 50 aux États-Unis, voilà les consignes que l'on donnait aux habitants pour se protéger d'une éventuelle attaque nucléaire. Des images faussement rassurantes qui ont bercé toute une génération d'Américains et particulièrement révélatrices d'un système que n'ont jamais rebuté les affirmations les plus absurdes. It's a bomb. Duck and cover. Duck and cover. We must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. This family knows what to do, just as your own family should. C'est vrai que l'ère nucléaire, comme vous le dites, a été conçue en boucle, c'est-à-dire que dans les années 60-70, c'est un grand système technocratique qui s'est installé, une technologie nucléaire qu'on a installée. Il n'y a pas eu de véritable débat avec la population à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on est 30 ans, 40 ans après, on n'est plus dans la même période historique et ces choses-là doivent changer. En France, les informations ne sont encore diffusées qu'au compte-gouttes. Mais l'exemple de Tchernobyl nous montre à quel degré de déni les autorités ont pu se laisser entraîner. Il y a seulement 20 ans, Pierre Pellerin, le directeur du service chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, pouvait ainsi répondre sans sourciller à propos du nuage radioactif échappé de la centrale. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. On a aujourd'hui les preuves concrètes que le nuage a bien survolé une partie de la France. Grâce aux données aujourd'hui disponibles, il est enfin possible de révéler le véritable parcours du nuage de Tchernobyl. On voit ici un flux d'est en ouest qui amène
une partie de ce nuage vers la France en particulier, la traversée des Alpes, puis l'arrivée du panache dans le sud-est de la France et les premières mesures qui ont été constatées le 1er mai à Nice en particulier par le réseau du SCPRI. En France et notamment en Corse, un certain nombre de cancers de la thyroïde pourraient donc avoir été causés par cette contamination. L'affaire est en cours et les procès toujours en attente. C'est quand même des gens de pouvoir qui ont un pouvoir sur vous et qui disent ben voilà ce qui est dangereux pour vous et ce qui n'est pas dangereux. On ne vous explique pas exactement les phénomènes en vous laissant libre de trancher en connaissance de cause ce que vous allez faire. On vous dit vous pouvez manger, mais on ne vous donne pas l'information qui vous permette de comprendre. À Bryansk, en Russie, à 200 km de Tchernobyl, on n'a toujours pas fini, 20 ans plus tard, d'évaluer les conséquences dramatiques du manque d'information des populations au moment de la catastrophe. Il a plu et les flaques avaient une étrange lueur jaune. Ce n'était pas la couleur jaune du pollen, c'était un jaune métallique. À l'époque, on ne comprenait pas. Personne ne pouvait expliquer ce curieux pollen que l'on retrouvait partout, sur les flaques, sur les plantes. En plus, pendant les jours qui ont suivi la catastrophe de Tchernobyl, les gens étaient totalement apathiques. Ils n'avaient plus la force de se lever et de se rendre au travail. On ne ressentait aucune douleur, mais on ne voulait qu'une chose, rester couché sans bouger. Aujourd'hui, les habitants souffrent de cancer et de troubles de la thyroïde. Ils continuent d'affluer de toute la région à l'hôpital de Bryansk. La plupart de ces maladies auraient facilement pu être évitées si les populations s'étaient mises à l'abri. Nous avons découpé notre territoire en zones, en fonction du taux de césium. On surveille aussi la présence des autres radionucléides dans les sols et les produits alimentaires, comme le strontium qui se fixe dans les os à la place du calcium. Il est difficile de le détecter car les doses sont petites, mais on essaye de les repérer. Nous menons par exemple un programme d'études sur les cas d'ostéoporose dans notre région. Les cancers ne sont pas les seules maladies en augmentation dans la région. Les médecins déplorent aussi le développement de cataractes et d'arythmies cardiaques, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Elles pourraient être dues à l'assimilation continue de faibles doses de radioactivité résiduelle au cours des 20 ans écoulés depuis la catastrophe. Un phénomène que les chercheurs commencent tout juste à étudier. C'est pas qu'est-ce qu'on sait, c'est on ne sait pas. Donc la conjonction de ces phénomènes fait qu'actuellement le paysage change sous nos yeux et que certainement dans un certain nombre d'années il faut s'attendre à ce que nos connaissances sur les effets à long terme des rayonnements ionisants en termes de risque, je parle de risque, se modifient. Un dépistage systématique pratiqué dans les écoles de la région montre que des enfants nés bien après Tchernobyl connaissent eux aussi des problèmes de thyroïde. Ils se plaignent de maux de tête, de troubles de la concentration et du sommeil. Щитовидная железа у тебя не увеличена, но вот она состоит из двух долек, правая и левая. Правая долька у тебя нормальная, а левая маленькая. Такое бывает. Хорошо, да? Тебе никогда раньше не говорили никакие таблетки пить. Autant de symptômes encore inexpliqués qui soulignent l'urgence d'une information la plus complète possible sur les phénomènes de contamination et les moyens de s'en protéger. En cas d'accident, il faudra bien que les gens comprennent ce qui leur arrive pour avoir des comportements qui minimisent les risques pour leur santé et qui, voire les éliminent, hein, c'est possible quand même d'une certaine manière, et donc il faudra que le citoyen soit complètement responsable et qu'il ait la compréhension et le pouvoir de le faire. Pourtant, 20 ans après Tchernobyl, les Français qui vivent aux abords de centrales, comme ici au Tricastin, ne sont guère plus informés des risques encourus ou de l'attitude à avoir en cas d'accident. C'est pas normal.
C'est grave même, parce que c'est vivre au milieu d'un risque qui est important. Mais bon, on n'a pas plus d'infos que ça. Et puis le plus dramatique, c'est qu'on vit avec. Et à la limite, on s'en fout, puisqu'on vit avec. Il fait partie des meubles, comme la Tour Eiffel à Paris, comme... Voilà. Le nucléaire revient, mais ce qui est différent, c'est que ce projet-là ne pourra pas se faire sans l'accord des populations. Et ce qui suppose donc que l'on parle à tous les citoyens concernés, qu'on fasse preuve de transparence sur les choix technologiques et de transparence sur les risques et la manière dont ils sont gérés. Encore faut-il être clair sur la véritable nature de ces risques. Tchernobyl a montré que la véritable ampleur des conséquences d'un accident nucléaire grave ne s'exprime qu'au cours des dizaines d'années qui suivent. Personne n'a écrit ce 5e acte du scénario de Flamanville. Il en est pourtant l'inévitable développement. Donc ce qu'on voit ici sur cette carte, c'est ce qu'on a imaginé par rapport à l'exercice de Flamanville, où on a poussé l'accident au-delà de ce qui a été joué la première journée. Ce qui allait contaminer de manière la plus évidente l'environnement, c'est le dépôt par la pluie de ce panache. Donc effectivement, les zones où il y a de la contamination et en plus il pleut, sont des zones qui seront fortement contaminées et donc dont il va falloir s'occuper en termes de gestion post-accidentelle. Certaines des particules déposées par la pluie vont disparaître au bout de quelques mois. Mais d'autres, comme le césium-137, n'auront diminué de moitié qu'au bout de 30 ans. Durant les années qui suivent l'accident, ces particules présentes dans la couche superficielle des terres sont absorbées par les racines des plantes. Les cultures s'en trouvent contaminées, puis les animaux qui s'en nourrissent. Lait, viande, poisson deviennent impropres à la consommation. Les zones touchées doivent être mises en quarantaine. Toute l'activité économique de la région en serait affectée. Et à l'étranger, tout produit venant de France serait désormais considéré comme hautement suspect et probablement boycotté. Ce boycott économique serait la composante majeure du coût global. Il faut y ajouter le coût de l'installation qui est perdu. Si vous avez un réacteur qui est comme à 3 Mile Island qui est condamné, bon, bah, ça a un prix. Il y a la production d'électricité qui n'a plus lieu. Il faut, s'il y a des rejets, décontaminer probablement autour des installations, une partie du territoire touché. Et puis il y a peut-être, mais c'est la partie la plus mineure, des dommages sanitaires. Mais si tout va bien, des évacuations auront eu lieu, comme vous le disiez. Il y a la part des dommages radiologiques à la population, le dommage sanitaire, c'est une composante, mais faible, si les choses sont gérées correctement. Des études encore tenues secrètes ont tenté d'estimer le coût économique global qu'entraînerait un accident nucléaire grave en France. La réponse s'exprime en milliards d'euros. La France est le pays le plus nucléarisé de la planète. Un de ceux qui possèdent les infrastructures technologiques les plus développées et une des plus solides cultures de sûreté du monde. Mais un accident y est toujours possible et nul ne peut dire combien de temps le pays mettrait à s'en relever. Malgré cela, le nucléaire annonce aujourd'hui son grand retour et se présente sans hésitation comme la solution pour sauver la planète du réchauffement climatique global. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 2 milliards d'habitants de cette planète qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça veut dire pas accès aux soins, pas accès à l'éducation, pas accès à la santé. Donc il faudra bien, et c'est souhaitable, que les pays qui sont privés d'électricité y accèdent, et toujours, c'est un leitmotiv, toujours en préservant le climat de la planète. Et donc c'est là où le nucléaire peut jouer un rôle important. Le message est rodé, le besoin identifié, le marché estimé à plus de 5 000 milliards de dollars. Entre l'Europe, les États-Unis, le Japon et la Russie, la course à l'équipement de la planète en réacteurs nucléaires a déjà commencé. Se dire qu'à l'échelle mondiale, passer d'ici 2050 à 1500, 1600 réacteurs, c'est un beau défi, mais c'est possible. Et alors, il y a
pas mal de constructeurs à travers le monde qui ont bien l'intention de se livrer à une compétition féroce pour ce marché intéressant. En 30 ans, on triplerait donc le nombre de centrales dans le monde. Pas un continent n'échapperait à cet engouement. Un enjeu colossal pour l'économie de tous les pays concernés. Ce redéploiement du nucléaire entraîne dans son sillage un formidable élan industriel, également humain, puisqu'il faut effectivement recruter, il faut beaucoup d'ingénieurs, mais pas que des ingénieurs, il faut des personnes dans les usines. Donc, chez Areva, par exemple, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes sur un rythme de recrutement d'à peu près 1000 personnes par mois. Icône de ce grand élan, Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, leader mondial de l'industrie nucléaire. Au nom de la fibre écologique, elle vante au monde entier le rôle décisif que le nucléaire est amené à jouer dans ce qu'elle nomme la troisième révolution énergétique. Celle d'un nucléaire propre et sûr qui rendrait accessible au plus grand nombre les bienfaits de la modernité sans nuire à l'équilibre de la planète. Ici en Chine a été conclu en 2008 un contrat de 8 milliards d'euros. Au cours des 2 dernières années, Areva a signé plus de 10 protocoles d'accord pour de nouveaux projets et 35 centrales sont actuellement en construction dans le monde. La renaissance nucléaire ne manque pas d'ambassadeurs prestigieux, car les enjeux de cette course sont aussi diplomatiques et stratégiques. Elle contribue activement à redistribuer les cartes de l'équilibre mondial. Vous avez des pays qui traditionnellement n'avaient pas recours au nucléaire. Je pense par exemple aux Émirats arabes unis, pays pétroliers, qui veulent se doter d'un réacteur nucléaire. Mais je pourrais citer le Maroc, l'Afrique du Sud. Donc effectivement, le nucléaire a un avenir assez radieux, je dirais, sans jeu de mots, devant lui. Un jeu de mots qui fait tout de même froid dans le dos, car face à cet engouement soudain, comment s'assurer que tous ces nouveaux pays accédant au nucléaire sauront en maîtriser les risques? À Vienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, créée par les Nations Unies en 1957, a pour mission de promouvoir et de sécuriser l'usage du nucléaire civil dans le monde. Lorsqu'en 1986, l'accident de Tchernobyl a montré à quel point la contamination radioactive ignorait les frontières, elle a mis en place une cellule de crise internationale en veille permanente. Son modèle, l'IRSN français, dont l'ancien directeur adjoint est aujourd'hui à la tête de la sûreté nucléaire de l'agence de Vienne. Quand on essaie de tenir le compte du nombre de pays qui disent qu'ils veulent se lancer dans l'énergie nucléaire et qui n'ont pas de centrale, le chiffre évolue tous les jours. Je crois qu'on en est à peu près à une 50aine aujourd'hui, mais effectivement, c'est un engouement massif. Maintenant, par rapport à ces déclarations d'intention très optimistes, très allantes, très volontaristes, il y a des efforts colossaux, enfin en tout cas très importants à faire de la part des pays pour avoir l'infrastructure nécessaire pour être capable de le faire. Et le message de l'AIEA, c'est précisément d'essayer de guider ces pays, de les avertir et de les aider à faire ces investissements-là. Mexique, 12 juillet 2008. Centrale nucléaire de Laguna Verde, 5 heures du matin. Une situation dégénère et la fusion du cœur du réacteur devient inéluctable. Un exercice pour tester la réponse d'un pays émergent à une situation d'urgence nucléaire. Malgré les efforts, au bout de 10 heures de crise, l'équipe de l'AIEA a toujours du mal à recevoir les documents rendant compte de l'évolution de la situation à la centrale. Sur place, le fax est en panne. It is a long time now since you haven't sent another Emercom message. You are making us this question by phone. Okay, we answer the question by phone. We are informed, but they are not entirely informed. So at some stage, either you generate the message in a written form, or we generate it from here to let everybody know what is happening. Okay? Nous avons eu des problèmes de communication. S'il y a renaissance, les pays qui veulent accéder à l'énergie nucléaire devront s'équiper des infrastructures nécessaires. Un des rôles indispensables de ces infrastructures sera de pouvoir répondre rapidement aux situations d'urgence. 16 heures après le début de la crise, la cellule reçoit enfin les informations nécessaires. Okay, they are sending all the emails within one fax. Un problème de communication qui peut paraître dérisoire, mais qui trahit un manque d'équipement et d'infrastructures aux conséquences potentiellement dramatiques. Il faut que le pays ait une infrastructure réglementaire, des lois, des décrets, etc.,
qui lui permettent de bien contrôler sa sûreté. Il faut qu'il ait une infrastructure industrielle, il faut qu'il possède la technique qui est derrière l'installation, il faut qu'il s'assure d'un certain nombre de mécanismes financiers qui, par exemple, permettront de payer le démantèlement. Et surtout, il faut qu'il ait la connaissance technique et technologique pour vraiment comprendre ce qui se passe dans sa centrale et, sur le long terme, en assurer la sûreté. Pour les pays qui veulent créer une première nouvelle centrale, c'est une tâche extrêmement importante. Dans les documents de l'AIEA qui traitent de ce sujet, le chiffre qui est avancé, c'est environ une quinzaine d'années. Mais devant l'énormité des enjeux commerciaux et diplomatiques, ne risque-t-on pas d'oublier ces grands principes? Il faut des pays stables, des pays rationnels. Ça, c'est évident qu'on ne peut pas construire des centrales nucléaires où l'on verrait le président, le président ou le chef de l'autorité de sûreté nucléaire se faire mettre en prison parce qu'il aurait pris des décisions concernant la marche d'une centrale qui ne plairait pas à son gouvernement. Ça, c'est évident. Ou peut-être simplement d'adopter une vision très circonstancielle de ce que l'on entend par stable et rationnel. C'est une responsabilité considérable que de dire qu'on se lance dans la construction d'un réacteur nucléaire. Et il ne suffit pas d'avoir simplement la lubie d'un chef d'État un jour, se fondant sur l'idée que ce serait une bonne chose pour son image. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et qui doit être structurant. Et là, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité morale collective qui consiste à ne pas vouloir vendre à des pays qui n'offrent pas un certain nombre de garanties minimales. Tous ces chefs d'État sont-ils pleinement conscients de toutes les implications des accords qu'ils paraphent ou qu'ils cautionnent? Quand un pays s'engage dans le nucléaire, c'est un choix de 100 ans, au moins. Et c'est vrai que si on regarde 100 ans en arrière, il s'est passé beaucoup de choses sur cette planète. Donc 100 ans à partir de maintenant, il va aussi se passer des choses. Et 100 ans, ça veut dire qu'il peut y avoir des changements politiques, ça veut dire qu'il peut y avoir des changements climatiques, ça veut dire qu'il va y avoir dans la centrale forcément des incidents, parce qu'une centrale, ça ne marche pas parfaitement depuis le t égale 0 jusqu'à t égale 60 ans. Et donc, le pays doit maîtriser, garder la mémoire de ce qui se passe et maîtriser la sûreté sur le long terme. Une maîtrise d'autant plus difficile à exercer qu'elle peut être confrontée à tout moment à des événements imprévisibles. Japon, 16 juillet 2007, 10h13. Un tremblement de terre frappe la région de Niiga. 11 morts, 1000 blessés, 25 000 foyers privés d'électricité. À une dizaine de kilomètres de l'épicentre, la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa. Avec ses 7 réacteurs, il s'agit du plus gros site nucléaire du monde. Un incendie se déclenche dans un des transformateurs du réacteur 3. La piscine du réacteur 6 déborde et rejette de l'eau légèrement contaminée dans la mer. 9 personnes blessées sur le site. Cette fois, il ne s'agit pas d'un exercice. Cela s'est passé pendant les vacances. Peu d'employés travaillaient à la centrale. Tout de suite après le tremblement de terre, les techniciens se sont réunis et ils sont parvenus à maîtriser la situation. Les systèmes de sûreté ont immédiatement stoppé les 7 réacteurs, privant brutalement le Japon de 17% de sa production électrique et créant une situation de surconsommation qui aurait pu provoquer l'arrêt automatique d'autres centrales japonaises. Si une seule autre centrale était tombée en panne, cela aurait provoqué un blackout dans certaines régions. Et l'arrêt des autres centrales? Oui, c'est ça. La stabilité économique du Japon s'est donc retrouvée pendant 6 mois menacée par le seul arrêt de la centrale de Kashiwazaki. Pour la communauté internationale, c'est une nouvelle leçon à méditer. Je peux venir ainsi?
Our aim today is to draw lessons from the earthquake that happened here to share with the international community. Une équipe de l'AIEA s'est rendue sur les lieux pour expertiser la situation. Le plus gros point, c'est que le séisme qui s'est produit est à peu près, en gros, 2,5 fois plus fort que ce qu'on croyait être le plus grand séisme possible à cet endroit-là. Ce qui veut dire que les méthodes qui avaient été utilisées pour déterminer ce plus grand séisme possible n'étaient pas suffisamment précises. Les leçons que le monde peut tirer de cet événement sont immenses. C'est pourquoi la politique commune de l'agence et du gouvernement japonais est de disséminer et de distribuer toutes ces leçons à la communauté internationale. Un an après le tremblement de terre, les spécialistes du monde entier se sont réunis à Vienne pour tirer les leçons de ce nouvel accident. From now on, it's very important for us in Japan to explain how much is the seismic margin, how big earthquakes can all plants keep fine. La grande leçon est que nous devons faire très attention lors de la sélection et la caractérisation de tout site pour centrales nucléaires. Nous devons identifier avec efficacité toutes les menaces naturelles. Personne ne peut encore dire quand la centrale pourra être redémarrée. Pourtant, cela fait 1 an que les Japonais travaillent nuit et jour pour tenter de repérer toutes les dégradations et défauts cachés provoqués par le tremblement de terre. Le coût de cet accident maîtrisé est déjà faramineux. En 2007, nous avons perdu aux alentours de 1700 millions de dollars US. Exactement. Les conséquences économiques sont énormes. Et cet événement montre ce qui pourrait se passer avec d'autres réacteurs nucléaires. Cela démontre que nous devons faire très attention lors de toute installation de nouveaux réacteurs. Comme Areva, tous les grands constructeurs en lice aujourd'hui affirment avoir intégré dès la conception de leur centrale les leçons des accidents du passé. L'EPR, le fer de lance franco-allemand de l'offensive européenne, est construit en un seul bloc afin de mieux résister aux tremblements de terre. Son socle, une épaisse dalle de béton armé, est conçu pour refroidir et étaler la lave d'un cœur en fusion. Tous les systèmes de sûreté ont été multipliés par 4. Et son enceinte de confinement est doublée d'une épaisse coque en acier. On peut dire que l'EPR qui est là, c'est un réacteur qui est vraiment tout à fait comparable aux réacteurs qui sont actuellement en marche en France, mais on a rajouté des dispositifs de protection de l'enceinte elle-même, d'abord en la faisant plus large, plus costaude, et maintenant on ose affirmer que oui, il résisterait soit à l'attaque ou au crash involontaire, mais d'un avion militaire pas très lourd mais très rapide, ou, et c'est nouveau j'allais dire, d'un gros porteur commercial qui lui est beaucoup plus lourd mais ne pourrait pas être aussi rapide à ce genre d'altitude. D'ailleurs, en fait, on a eu un terme pour parler de ça, on a parlé de bunkerisation. Donc vous voyez à la fois le caractère franco-allemand de l'EPR et c'est quand même une bonne image de la quantité de béton qu'on a mis là-dedans. 2 EPR sont aujourd'hui en construction dans le monde. L'un à Flamanville, l'autre en Finlande. Mais sur ces 2 chantiers phares, les difficultés s'accumulent. Autour justement des problèmes de sûreté, solidité du béton, alliage des enceintes. Prévue pour mi-2009, la mise en route de l'EPR finlandais n'interviendra pas avant 2012. Son coût de construction est déjà passé de 3,3 milliards à 4 milliards d'euros. Un coup dur pour Areva, qui voit certains de ses protocoles d'accord remis en cause. Pour Michael Schneider, consultant indépendant, internationalement reconnu sur les questions énergétiques, c'est le signe que la technologie atteint ses limites. On a atteint un niveau de complexité qui, à mon avis, est la démonstration de la limite du système. On n'améliorera pas significativement, voire on va réduire la sûreté
avec des éléments supplémentaires qu'on ajoute. Donc pour moi, c'est vraiment très important à comprendre qu'on ne peut pas améliorer la sûreté à l'infini. On est arrivé au bout de ce qu'on a pu faire. La menace d'un nouvel accident n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour évaluer les risques d'un nouvel essor planétaire du nucléaire. Un des grands problèmes de la filière nucléaire, c'est la gestion des déchets radioactifs qu'elle produit. Or, en multipliant les centrales, on multiplie aussi les déchets. Il faudrait effectivement avoir une vision plus claire dans tout le cycle du combustible, depuis le début de la mine jusqu'au démantèlement des usines, tout ce qu'on produit comme risque et qu'on ait une vision beaucoup plus claire et partagée des enjeux de ce grand projet. À une dizaine de kilomètres de la centrale de Flamanville, La Hague est le plus grand centre mondial de retraitement et de stockage de déchets radioactifs. C'est vraiment un univers hostile, là. Mais ici, il y a des bâtiments qui ne démarreront jamais. À La Hague. Ah oui, que l'activité est tellement forte que ça restera sur place. Ça sera bétonné, ça sera un cocon qui restera... qui ne bougera pas. Hein. C'est impossible d'entrer là-dedans maintenant. C'est impossible. L'homme n'y rentrera pas avant milliers d'années. Les déchets radioactifs constituent le plus gros problème de l'énergie nucléaire. Les 440 réacteurs actuellement en fonctionnement dans le monde en génèrent environ 10 000 tonnes par an. Si l'on devait multiplier par 3 le nombre de réacteurs, on multiplierait automatiquement par 3 la quantité de déchets produits. À leur sortie des réacteurs, ces déchets doivent d'abord être conservés pendant 2 ans sous 10 mètres d'eau afin de refroidir leur activité nucléaire. Puis, il faut les entreposer. Or aujourd'hui, les centres de stockage saturent déjà et le démantèlement prochain de centrales vieillissantes ne va en rien simplifier le problème. La solution aujourd'hui considérée comme la plus sûre consisterait à enfouir ces déchets à plus de 600 mètres de profondeur dans des souterrains creusés dans une roche granitique dure et stable. Des sites expérimentaux testent la viabilité de cette option en France et aux USA. Mais aucun stockage géologique n'est encore opérationnel, car personne n'est encore bien sûr d'en vouloir sur son territoire. Il y a un principe admis de tous, selon lequel toute industrie, nucléaire incluse, doit se débarrasser de ses propres déchets, de manière responsable, afin de ne pas les imposer aux générations futures. Les centres de stockage des déchets nucléaires, par exemple, doivent être construits pour être ouverts dans 1 siècle ou 2, si jamais on trouve une solution pour le long terme. Malheureusement, l'inquiétude du public par rapport aux déchets nucléaires a poussé l'industrie vers des solutions qui, à mon avis, augmentent les dangers de prolifération. Elle a permis de justifier le retraitement. Le retraitement, c'est l'autre solution, celle qu'a choisie la France. La Hague n'est pas seulement un lieu de stockage, c'est aussi la plus grande usine de retraitement de déchets nucléaires au monde. La technique consiste à séparer le combustible usagé en 95% d'uranium appauvri, faiblement radioactif, 4% de déchets très radioactifs destinés à être enterrés pour des siècles et 1% de plutonium, produit extrêmement radioactif et particulièrement dangereux. Le plutonium a été créé dans le système solaire par une supernova. Elle a parsemé l'univers de plutonium et d'autres isotopes à vie courte. Le plutonium a une moitié de vie de 24 000 ans. La Terre a 4,5 milliards d'années. Cela fait donc longtemps qu'il a disparu. Nous réinventons quelque chose qui existait dès les origines. Le plutonium est une substance qui a 2 propriétés très particulières.
La première, c'est une matière stratégique, c'est-à-dire quelques kilogrammes sont suffisants pour faire une bombe. Le deuxième, c'est que c'est une substance extrêmement radiotoxique, c'est-à-dire quelques millionièmes de grammes inhalés sont suffisants pour créer un cancer létal. On dit comme ça des chiffres, mais millionièmes de grammes, ça c'est l'ordre de grandeur. Il faut aussi des fois réaliser de quoi on parle en termes de quantité. Et ça c'est à comparer à la quantité en tonnes, c'est-à-dire en milliers de kilogrammes qu'on sépare tous les ans sur le site de La Hague. 250 tonnes de plutonium ont été produites dans le monde par les filières de retraitement. 34 tonnes de surplus de plutonium militaire sont stockées aux États-Unis et en Russie. Et si la France stocke sur son territoire le tiers de ses réserves mondiales et continue à en produire, c'est parce qu'elle considère le plutonium comme la ressource énergétique de demain. Un gramme de plutonium, c'est l'équivalent d'une tonne de pétrole, comme puissance énergétique. Donc c'est absolument colossal. Et pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Puisque donc, nous refaisons des combustibles avec ce plutonium, et j'insiste là-dessus, ce combustible, c'est un combustible qui produit donc de l'électricité en masse de façon constante et sans effet sur le climat. Le grand projet envisage de brûler ce plutonium dans des réacteurs nucléaires d'un nouveau type qui, grâce à lui, pourront utiliser les 95% d'uranium appauvri auparavant, considérés comme déchets. L'idée est que ce réacteur de 4e génération succède à l'EPR en 2050, au moment où les réserves mondiales d'uranium commenceront à s'épuiser. Le plutonium, pour nous, c'est une matière fissile qui aura tout son intérêt dans ces réacteurs-là, parce que c'est grâce à lui qu'on pourra brûler tout l'uranium et pas simplement une petite partie. D'où l'intérêt de sortir le plutonium. D'où l'intérêt d'avoir aujourd'hui nos technologies de recyclage qui sont, si on ne les avait pas, on ne pourrait même pas rêver de cette 4e génération. C'est le préalable indispensable. Le modèle de cette 4e génération reprend les principes de conception de Superphénix, une centrale nucléaire révolutionnaire mise en service en 1981 et définitivement arrêtée en 1996 après de nombreux incidents pour cause de sûreté défaillante. Elle devait son nom à ce même rêve d'une énergie renaissance sans cesse de ses cendres. Le combustible qui est consommé dans ces réacteurs-là se retrouve à la sortie. Pour 1 kg de combustible brûlé dans ce réacteur, vous trouvez à la sortie 1 kg, 1/4 de combustible. Vous utilisez une certaine quantité de combustible, à la sortie vous en trouvez davantage. Mais la 4e génération pose encore d'importants problèmes de sûreté. Le cœur du réacteur est par exemple refroidi au sodium, un produit explosif au contact de l'eau. Un prototype industriel devrait voir le jour en 2015. En attendant, la France entrepose l'uranium appauvri et le plutonium indispensable à sa valorisation. On va devenir les rois du pétrole alors? Alors vous allez me dire, oui, écoutez, oui. D'une certaine façon, l'uranium, donc la partie qu'on a écrémée, on appelle ça l'uranium appauvri. La France en a le stock le plus important. On est un peu l'Arabie saoudite de la 4e génération. Un pari risqué qui pourrait aussi transformer le pays en poubelle nucléaire du monde et entraîner un autre type de problème de sécurité. On a vécu Tchernobyl comme la catastrophe la pire imaginable, alors que c'est très loin de la catastrophe la pire imaginable. Je donne un exemple. Après les attaques du 11 septembre aux États-Unis, nous avons fait un calcul d'un scénario, d'un crash d'avion sur le site de La Hague. Si on prend que la plus petite piscine, à moitié remplie de combustible irradié, et une libération à partir de là du césium, ça correspondrait entre 10 et 50 fois environ de la quantité libérée dans l'accident de Tchernobyl. Pour tester le degré de réalité de cette menace, un mois après le 11 septembre, Michael Schneider loue un hélicoptère à l'aéroport de Cherbourg et tente de survoler les piscines de La Hague.
Je suis complètement stupéfait. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un moment ou un autre une intervention des autorités qui disent écoutez, peut-être vous éloignez-vous parce que c'est plus acceptable qu'on s'approche de cette façon de ceci. Ce jour-là, personne n'a seulement tenté de l'intercepter. À partir de cette situation, toutes sortes de scénarios deviennent envisageables. Stocker des tonnes de plutonium continue à représenter un risque de prolifération. Particulièrement aujourd'hui avec les problèmes de terrorisme et les exigences de sécurité qui jouent un rôle de plus en plus important dans le monde industriel et tout particulièrement dans le nucléaire. Wave to Daddy. Don't go too far. On a une composante nouvelle qui est le terrorisme international organisé qui agit de fait comme des États avec des moyens extrêmement sophistiqués et surtout avec des concepts extrêmement sophistiqués. Et à partir de ce moment-là, la logique probabilité devient absurde parce que je ne peux plus raisonner probabilité technique, inclut les erreurs humaines, mais je dois imaginer à tout moment la possibilité que quelqu'un intentionnellement déclenche la grande catastrophe. Un changement de situation pris en compte le 19 janvier 2006 à Brest par le président Jacques Chirac, lorsqu'il évoque la réponse envisagée par la France dans le cas d'une attaque terroriste pilotée par un pays étranger. Les dirigeants d'État qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature. Well, I think the biggest lesson from the last 60 years La plus grande leçon des 60 dernières années d'utilisation de l'énergie nucléaire, c'est qu'il est difficile d'utiliser l'énergie nucléaire civile sans provoquer sa prolifération militaire. Théoriquement, cela peut être fait, mais cela n'a pas été la priorité de l'industrie, prétextant que ce n'est pas de son ressort. Parfois, les gens me demandent si je suis anti-nucléaire. Je leur dis que non. Je ne suis pas un anti-nucléaire, mais je suis un anti-pro-nucléaire. Je pense que les dirigeants de l'industrie nucléaire, comme les dirigeants des consortiums militaires, ont failli à leurs responsabilités. L'Agence internationale de l'énergie atomique travaille depuis sa création à empêcher toute prolifération du nucléaire militaire. Sous sa bannière, Atoms for Peace, Atomes pour la paix, elle tente par ses inspections d'imposer le respect des engagements signés en 1968 lors du traité de non-prolifération. Ce traité stipule que tout pays qui désire s'équiper en nucléaire civil s'engage à renoncer à acquérir la bombe ou à désarmer s'il la possède déjà. La tâche est très ardue, car malgré leurs promesses, aucune des grandes puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, mais aussi l'Angleterre, la France et la Chine, ne respectent leur calendrier de désarmement. Pire, l'Inde, le Pakistan et Israël ont depuis acquis la bombe.
Sur la porte de mon bureau, vous pouvez lire une citation de Kofi Annan qui dit « Ceux qui veulent faire respecter la loi doivent aussi s'y soumettre ». Il est regrettable que les puissances nucléaires n'aient pas été à la hauteur de leurs engagements. Voilà pourquoi nous avons encore aujourd'hui le problème de 27 000 missiles nucléaires toujours en activité. Nous vivons toujours dans la même logique que celle de la guerre froide. Une situation d'autant plus délicate lorsque ces grandes puissances nucléaires s'opposent à des pays comme l'Iran, qu'ils accusent de vouloir se doter de la bombe sous couvert de développement du nucléaire civil. We know the death and suffering that Iran's sponsorship of terrorists has brought. And we can imagine how much worse it would be if Iran were allowed to acquire nuclear weapons. It is time for Iran to make a choice. Depuis 2007, aidés par l'attitude du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, les États-Unis utilisent cet argument pour maintenir l'Iran sous la menace permanente d'une intervention militaire. De mon point de vue, il s'agit d'une analyse frauduleuse. C'est de la pensée alarmiste. Il est tout à fait regrettable que depuis 8 ans, le monde vit dans une politique de la peur. De partout, le pouvoir des États croît et prend de plus en plus de pouvoir sur les citoyens au nom de la protection contre le terrorisme. La guerre au terrorisme et l'essor du nucléaire fournissent aussi un prétexte aux anciens ennemis de la guerre froide pour soutenir les protagonistes de crises régionales, comme l'Inde et le Pakistan. Deux pays voisins en situation de conflit ouvert et qui ont pu chacun s'équiper de l'arme nucléaire. L'un comme l'autre, ils souhaitent aujourd'hui développer davantage leur nucléaire civil, mais aucun n'a signé le traité de non-prolifération. Tous les grands acteurs de l'industrie nucléaire voient une occasion pour se faire de l'argent et bâtir une relation stratégique avec l'Inde. Et ils sont prêts à changer les règles pour y parvenir. L'Inde représente un gigantesque marché potentiel et un enjeu stratégique majeur. Mais le Pakistan est soutenu par la Chine, qui s'inquiète de la montée en puissance d'une Inde alliée aux Occidentaux. Ce dont nous avons maintenant peur, c'est que les USA aident l'Inde, que la Chine aide le Pakistan, que les USA et la Chine se retrouvent en confrontation en utilisant leurs alliés, l'Inde et le Pakistan, pour mener le combat, ce qui bien sûr est très dangereux. L'expansion du nucléaire civil contribue au développement de nouvelles situations géopolitiques à haut risque, dont le conflit indo-pakistanais n'est pas le seul exemple. Pour tenter de contrôler ces dérives, l'AIEA a mis sur pied une proposition. Ce que nous aimerions voir, et c'est une initiative du directeur général El-Baradei, c'est que le combustible nucléaire, et en particulier la possibilité de fabriquer de l'uranium enrichi et du plutonium, deux constituants essentiels pour fabriquer la bombe, n'appartiennent plus à des nations seules. Tout ceci devrait appartenir à l'ensemble des nations. L'argument en faveur de ce projet est que si ces combustibles sont entre les mains d'une nation, il suffit alors d'une décision politique afin qu'ils soient détournés pour en faire des bombes. Mais s'ils sont multinationaux, plus d'un seul pays est concerné, ce qui rend la prolifération plus difficile. Un point de vue à méditer, car si le monde choisit de s'engager massivement dans la voie nucléaire, il est clair que nous devons tous apprendre à vivre avec l'idée qu'une contamination est toujours possible. Accepter que ce choix peut avoir pour conséquence le quotidien des millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans les zones contaminées par l'accident de Tchernobyl, comme ici, dans la région de Bryansk, en Russie. Много и детей больных, много и взрослых больных у нас. Beaucoup d'enfants sont malades, beaucoup d'adultes aussi. Mais on mange ce qu'on cultive et ce qu'on sème. Alors vous n'avez plus peur de la contamination? Bien sûr que non, on n'a plus peur. Comment peut-on avoir peur quand on n'a nulle part où aller? Où voulez-vous qu'on aille? Ces populations-là n'ont pas eu le choix. Elles ignoraient tout des risques liés à l'option nucléaire.
Avec la fin annoncée de la politique du secret, cela ne devrait plus être le cas aujourd'hui. Так, радиоактивный цезий полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Также может на 50% поглощаться мышечной тканью, 10% печенью и 7% в костях. Стронций накапливается в костях, я уже говорила. Радионуклеиды йода накапливаются с большей степени. То есть вы, как еще малая щитовидочка, и нагрузки у вас большие, поэтому радиоактивный йод больше всего всасывается. Le nucléaire permet la production d'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Mais son expansion ne suffira jamais à couvrir l'ensemble de nos besoins en énergie et ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique. Le redéploiement du nucléaire est un choix aux conséquences multiples. Il ne peut se concevoir sans l'accord conscient de tous.